Bonjour à tous, mon invité c'est Monsieur Alain Fischer, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonjour. Afin de mieux comprendre votre activité, permettez-moi une brève présentation. Et voilà, Monsieur Alain Fischer est médecin, professeur d'immunologie pédiatrique, ancien directeur et cofondateur de l'Institut des maladies génétiques Imagine à l'hôpital Necker Enfants Malades. Comme je vous ai déjà dit, mon invité est également professeur émérite au Collège de France sur la chaire de médecine expérimentale et membre de l'Académie des sciences et de médecine des États-Unis. Ses travaux ont permis une meilleure compréhension du développement et des fonctions du système immunitaire ainsi que de la mise au point de nouvelles thérapeutiques de pathologies héréditaires de ce système, dont la thérapie génique. À Cluj, vous avez déjà participé à la conférence « Le progrès médical et ses limites politiques et économiques », n'est-ce pas? Vos travaux concernent les maladies génétiques du système immunitaire et leur traitement, notamment par thérapie génique. Qu'est-ce que la thérapie génique? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, dans thérapie génique, il y a le mot thérapie et génique. Thérapie, donc c'est un traitement. On a deux termes, oui. Voilà. Et on parle de médecine, pas de modification d'êtres humains. Et génique, gène. Donc, gène, c'est l'information génétique qui est contenue dans notre ADN, qui est dans le noyau des cellules, sous forme de chromosomes. Donc, ces gènes, nous en avons 22 000. C'est beaucoup. Ils permettent de fabriquer, à travers l'information qui est délivrée, des constituants majeurs de notre organisme que l'on appelle les protéines. Et il y a des maladies génétiques rares où il y a une erreur dans le programme d'information génétique, si bien qu'une des protéines, parmi les dizaines de milliers qui existent, est déficiente. Soit elle n'existe pas, soit elle est là, mais elle ne fonctionne pas. Et cela provoque des maladies, par exemple, la mucoviscidose, des anémies sévères comme la drépanocytose, des maladies des muscles, des maladies du système immunitaire, c'est mon domaine, des reins, de l'œil, etc. Il y a plusieurs milliers de maladies génétiques et qui sont assez rares, mais globalement, ensemble, elles touchent entre 2 et 3% de la population, ce qui est relativement beaucoup. Et pour l'instant, très peu de ces maladies ont des traitements. Donc la thérapie génique, l'idée, le concept qui est assez simple, c'est de faire en sorte que les cellules du malade et les cellules concernées par la maladie, musculaires si c'est le muscle par exemple, et cette fois-ci comportent une information génétique correcte, sans erreur. Donc le principe est de transférer au sein des cellules, et pour cela on utilise des virus modifiés pour qu'ils ne soient pas dangereux, d'apporter cette information génétique pour qu'ensuite la cellule, encore une fois, musculaire ou du cerveau ou autre, de l'œil, la rétine par exemple, fonctionne normalement avec l'expression, la présence de la protéine qui était au préalable déficiente. C'est ça la thérapie génique. Merci. Vous avez reçu beaucoup de prix, parmi lesquels le prix Janté, le Grand Prix de l'INSERM et le prix Japon. Avec quel sentiment regardez-vous maintenant votre mission? Votre mission médicale, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est une certaine fierté de voir ces travaux reconnus, et notamment à l'échelle internationale, jusqu'au Japon, donc c'est pas si mal. Mais c'est aussi, il faut bien comprendre que les avancées de la recherche médicale sont des avancées qui impliquent d'abord un temps très très long. On a parlé des gènes tout à l'heure. La notion de gène, elle est apparue au début du XXe siècle seulement, donc ça fait à peine plus de 100 ans. La compréhension que ces gènes sont constitués d'ADN, ça date des années 1950, ça fait 70 ans. L'identification des erreurs dans de l'information génétique, ce qu'on appelle les mutations, ça a commencé à être connu en 1980, et puis ça continue encore à se découvrir aujourd'hui. Et la capacité de faire la thérapie génique, ça a 25 ans. Donc, et puis c'était le tout début. Et donc progressivement, les connaissances s'accumulent et chacun d'entre nous, chaque chercheur, en fait, il est porté par toutes les découvertes qui ont été faites avant nous. Donc c'est fondamental de comprendre que la recherche scientifique, et la recherche médicale en l'occurrence, est une œuvre collective qui se constitue étape après étape avec des allers-retours, des difficultés, des avancées, qui prend du temps. Et donc ma fierté, c'est de participer à cette espèce d'aventure humaine
qui est par ailleurs tout à fait passionnante, et quand elle est utile, évidemment, c'est encore mieux. Et puis l'autre dimension qu'il faut connaître, c'est que pour chacun d'entre nous, c'est une œuvre, on n'est jamais tout seul, il y a une équipe. Dans mon cas, il y a des dizaines de personnes avec lesquelles j'ai travaillé tout au long des années passées, et c'est donc un travail d'équipe, et on ne peut pas faire autrement. C'est que la recherche, ça se fait en équipe, et ça prend beaucoup de temps, et par ailleurs, beaucoup d'argent. Félicitations. Merci. Dites-moi, est-ce que vous avez eu des modèles en famille quand vous avez choisi la médecine? Non, dans ma famille, pas ni de côté de ma mère, ni de côté de mon père de médecin. Donc vous êtes le premier médecin de votre famille? Ouais, exactement. En tant que représentant de la médecine expérimentale, vous avez certainement beaucoup voyagé. C'est votre première visite en Roumanie? C'est ça, c'est la première visite en Roumanie, oui. Mais quel a été le programme de votre visite, de cette visite officielle? Oui, j'aime bien découvrir de nouveaux pays et le voir, de rencontrer des collègues qui font à des degrés divers le même métier que moi, médecins, mais aussi des chercheurs dans d'autres domaines. Des étudiants, c'est très important de rencontrer des étudiants, et ça a été le cas ces 2 derniers jours où j'étais à Cluj. Et donc c'est toujours enrichissant de rencontrer les collègues au sens large, des différentes générations, et d'apprécier leurs questions, comment ils appréhendent la science, et d'échanger avec eux. Et chacun a ses différences culturelles, même si la France et la Roumanie, en fait, sont assez proches, mais néanmoins, et c'est toujours très fort, et j'apprécie beaucoup cela. Donc, vous avez trouvé à Bucarest quelque chose de cette intimité-là franco-roumaine dont on parle souvent. Oui. Voilà, on a ici absolument l'illustration de cela. Oui, c'est frappant de voir que beaucoup de collègues scientifiques roumains parlent très bien le français. Beaucoup ont à un moment ou un autre travaillé en France, et donc c'est très agréable. Il y a même des programmes d'études en français maintenant. Bien sûr, oui. Et par ailleurs, voilà. C'est ça, les étudiants français viennent apprendre la médecine ou la pharmacie, ou aussi la dentisterie en Roumanie, et en particulier à Cluj. J'en ai rencontré quelques-uns d'entre eux ces derniers jours. D'ailleurs, cette maison représente une belle preuve de l'intimité franco-roumaine, comme vous voyez. Oui, c'est un édifice d'inspiration française, comme beaucoup d'autres ici à Bucarest. Bon. En décembre 2020, vous avez été nommé par le gouvernement président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale contre la pandémie de Covid en France. Vous avez été chargé de mettre en place et d'expliquer le déploiement de la stratégie vaccinale décidée par le gouvernement. Dites-moi, c'était difficile de lutter d'une part contre la pandémie et d'autre part contre les mentalités. Essayer de convaincre les gens de la nécessité de la vaccination. C'est simple, c'est compliqué, c'est difficile. Alors l'idée est simple, la pratique un peu moins, mais il faut considérer que... C'est toujours la pratique qui pose des problèmes, partout. C'est exact. Et ce qui s'est passé au moment du Covid en termes de vaccination est quelque chose quand même d'assez incroyable. Parce qu'en une petite année, des vaccins ont été mis au point, et incluant une nouvelle technologie vaccinale qui est fondée sur l'ARN messager, qui est qui transmet l'information génétique entre l'ADN du noyau et les protéines dont je parlais tout à l'heure. Et ça a été une aventure scientifique. Je n'ai pas directement participé à cela, mais les chercheurs qui ont mis au point ces vaccins sont juste absolument remarquables. Et ça a été aussi une grande aventure parce que derrière les avancées scientifiques, qui reposaient aussi sur 60 ans d'histoire, il ne faut pas croire que tout ça s'est fait à toute vitesse. C'est 60 ans de recherche au préalable qui avaient été nécessaires pour en arriver là. Mais ça a été aussi une grande aventure, je dirais, humaine, économique et politique, parce que notamment aux États-Unis, mais un peu en Europe aussi, on a favorisé le fait que ces vaccins puissent être développés très vite, parce qu'on en avait besoin. Et le résultat global à l'échelle mondiale est positif, même s'il n'est pas parfait, parce que la moitié de la population mondiale a été vaccinée, 50%. C'est pas si mal. On aurait pu faire mieux, mais c'est pas si mal. Évidemment, avec un déficit dans les pays les plus pauvres, en Afrique, par exemple, subsaharienne. Et on estime que la pandémie a tué 20 millions de personnes environ dans le monde. Et on estime que la vaccination... C'est terrible. Ce qui est énorme. Et la vaccination en a sauvé 20 autres millions. Donc on peut faire l'hypothèse que s'il n'y avait pas eu de vaccin prêt,
et ça aurait pu arriver, hein, il y aurait eu au moins 2 fois plus de morts. C'est considérable. Donc si on fait le bilan aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques qu'on peut mener, parce que tout n'a pas été parfait, les réactions des États n'ont pas toujours été assez rapides, etc. Mais néanmoins, globalement, la mobilisation à la fois scientifique, d'abord scientifique, médicale, mais aussi donc politique, en général, hein, a permis de limiter les conséquences de cette pandémie dramatique. Et ça n'a pas toujours été simple, parce que je sais que c'est le cas en Roumanie, mais en France et dans de nombreux pays, il existe une certaine réticence à l'égard de la vaccination. Oui, même en Roumanie. Oui, je sais. Ça, c'est une triste réalité, disons. Je sais bien, et malheureusement, c'est une réalité qui existe depuis que les vaccins existent. Hein. C'est pas nouveau avec le Covid. Avant, par exemple, pour la vaccine contre la variole, pourtant un vaccin qui a permis de faire disparaître la variole, qui a tué des millions et des millions de personnes dans l'humanité. Il y a toujours eu des réticences. Et donc, il est très important, et on peut comprendre que des gens, a priori, aient des réticences. Hein. Mais il est important, ça c'est notre responsabilité, nous médecins et scientifiques, de participer à des programmes d'explication qui doivent être honnêtes, c'est-à-dire justes, compréhensibles, qui tiennent compte des remarques et qui donnent des idées exactes, à la fois sur l'efficacité des vaccins, sur les quelques risques qui sont très faibles, mais qui ne sont pas nuls, de la vaccination, et de bien expliquer à la population les enjeux de cette vaccination. Ça suffit pas tout à fait pour convaincre tout le monde, mais on arrive à convaincre. En France, par exemple, c'est assez intéressant de voir qu'au tout début de la mise à disposition des vaccins, c'est-à-dire en janvier 2021 environ, seulement la moitié de la population considérait favorablement ce vaccin. Mais in fine, avec les mois passants, on est passé de 50 à plus de 90%. En fait, 93-94% des Français âgés de plus de 12 ans se sont fait vacciner. Donc avec le temps, et comme disait Léo Ferré, avec le temps. Avec le temps, et en prenant le temps des explications dans les médias, et les médecins et les soignants d'une manière générale ont joué un rôle très important, parce que le contact direct entre les gens et leurs médecins, c'est là qu'ils ont confiance. Et les gens ont confiance en général dans leurs médecins. S'ils arrivent à bien écouter la personne qui pose des questions, qui s'interroge, est-ce que ces vaccins sont pas trop nouveaux, est-ce qu'ils n'ont pas été faits trop vite, est-ce qu'on a fait bien attention, etc., etc. Mais on peut répondre à ces questions, et en général, on arrive à un bon résultat. Pas à 100%. Donc ça, ce sont des questions majeures qui se sont posées dans l'urgence avec la pandémie du Covid, mais qui se posent pour le reste des vaccinations aujourd'hui encore. Hein. Heureusement, la science avance, il y a de plus en plus de vaccins. On peut se protéger de mieux en mieux contre beaucoup de maladies infectieuses, mais encore faut-il que ces vaccins soient acceptés par la population. Donc il y a un grand travail à faire de pédagogie sur ce plan. Certes. Il faut le dire, se faire vacciner reste le moyen de prévention le plus efficace aujourd'hui pour lutter, comme vous avez déjà dit, contre certaines maladies graves. Oui. Je vous proposerai de revenir à votre activité comme médecin et professeur d'immunologie et de nous parler des projets importants que vous avez gérés. Donc, en particulier, moi, je me suis intéressé aux maladies génétiques qui touchent le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses que nous avons contre les microbes. Nous vivons avec beaucoup de microbes de façon pacifique. Par exemple, dans notre intestin ou sur la peau, nous avons en permanence des microbes qui ne nous menacent pas, au contraire, qui nous aident, qui nous apportent par exemple des vitamines et d'autres choses. Mais à côté de ces microbes-là, il y en a quelques-uns qui sont dangereux, on les appelle pathogènes. C'est ceux qui entrent dans notre corps et qui peuvent donner des pneumonies, le Covid aussi par exemple, la grippe, et des infections intestinales, des septies, enfin bref, une longue liste de maladies infectieuses provoquées par les bactéries, les virus, les champignons. Et moi, je me suis intéressé à des maladies génétiques où les personnes, surtout des enfants, parfois les adultes, mais surtout des enfants, ont du fait de leur anomalie génétique, ne se défendent pas normalement. Ils ont une faiblesse de leur défense, et donc ils sont plus fragiles, plus vulnérables à l'égard soit de plein de microbes différents, soit de certains d'entre eux. Donc pendant maintenant 45 ans, quelque chose comme ça, nous avons cherché à comprendre les causes, identifier les anomalies génétiques responsables de ces déficiences, en comprendre les mécanismes. Et comprendre les mécanismes, ça permet à la fois
comprendre les maladies, mais aussi ça apporte des connaissances plus fondamentales sur la façon dont notre corps se défend contre les infections. Et puis, à partir de temps en temps, les progrès de ces connaissances ont permis donc de développer des nouveaux traitements, dont la thérapie génique. Et donc, nous avons développé des thérapies géniques pour des formes particulièrement graves de déficience immunitaire, où les enfants naissent, par exemple, il leur manque une catégorie de globules blancs. Les globules blancs sont les cellules qui sont les soldats de l'immunité contre les infections. Donc, une certaine catégorie de globules blancs est complètement absent, et ce qui fait que ces enfants, en l'absence de traitement, donc, meurent d'infection. Et donc, on a trouvé les moyens de restaurer la présence des globules blancs manquants par la thérapie génique. Voilà. À part la médecine expérimentale qui vous oblige à voyager, dites-moi, quelles sont les passions d'un médecin? Est-ce que vous aimez lire, écouter de la musique? Je pense que ce qui m'intéresse, qui me captive le plus, et qui de temps en temps me permet de penser à autre chose, c'est la lecture. J'aime beaucoup lire beaucoup de choses, aussi bien des romans que des livres d'histoire, par exemple, sur des essais. Mais je m'intéresse à d'autres formes d'art que malheureusement que je ne sais pas pratiquer. Mais j'aime bien le cinéma, la peinture. Enfin bref, je suis un peu curieux de découvrir d'autres choses. Et par ailleurs, j'aime beaucoup le football. Je suis un supporter du Paris Saint-Germain, l'équipe de ma ville. D'ailleurs, le sport, la musique, la lecture, le théâtre fonctionnent comme des thérapies, n'est-ce pas? Oui, en tous les cas, nous avons besoin que notre cerveau soit attiré par et soit même à la fois attiré, charmé, et par la créativité humaine. Et l'art est une forme extraordinaire de créativité, où l'imaginaire joue un rôle très important. Et je pense que nous avons beaucoup besoin de ça, oui. Ça fait partie de notre vie et qui permet d'avoir un certain équilibre. Et s'il fallait choisir un projet de cœur, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Un projet de cœur, c'est-à-dire avec l'émotion, pas avec la raison. Alors. Oui. Ça, c'est une question difficile. Projet de cœur, j'ai une famille, évidemment, des enfants, des petits-enfants, des petites filles en l'occurrence. C'est ponctuel, mais c'est d'amener mes filles partout sur l'histoire de ma famille, de mes familles, et qu'ils vivent, enfin, qu'ils ne peuvent pas vivre, mais qu'ils apprécient le mieux possible l'histoire de leur famille, ce qui veut dire aussi l'histoire récente, enfin du XXe et du XXIe siècle, d'une partie des citoyens français. À la fin, dis-moi, que représente le Roumain pour vous, mais la Roumanie? La Roumanie, c'est un pays important de l'Europe, fait partie de l'Union européenne. Je suis très attaché à l'Europe et à l'Union européenne. Je pense que nous avons, surtout par les temps qui courent, besoin d'une Europe forte, la plus unie possible. C'est quand même peut-être le fief le plus, même aujourd'hui certainement le fief le plus fort, le bastion de la démocratie, évidemment qui est une valeur essentielle en tant que citoyen, mais aussi en tant que scientifique. Il n'y a pas de science de qualité sans démocratie, et donc il faut que l'Europe aille le plus loin possible, de mon point de vue, dans l'unité, ce qui ne veut pas dire faire disparaître chacune de nos particularités culturelles qui sont riches, et nous avons besoin de bien les connaître, et la Roumanie a ses particularités, comme la France, etc. Donc je suis un très chaud partisan de la défense et même de la promotion des valeurs démocratiques à travers l'unité de l'Europe. J'espère qu'on tiendra bon, malgré quelques courants dangereux qui aussi sont présents en Europe, pas qu'hors d'Europe, malheureusement. Mais il faut tenir bon, et j'y suis très attaché. Monsieur Alain Fischer, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de cette invitation. Bonne chance avec tous vos projets. Merci beaucoup.